C'est l'histoire d'un garçon qui ne croyait pas aux fantômes mais aux extraterrestres, puis d'une fille qui croyait aux fantômes mais pas aux extraterrestres. Mais c'est aussi l'histoire du meilleur manga de sa génération. Mais avant de parler de Dan, faisons un petit saut en arrière. Un mangaka travaille rarement seul. Il est la plupart du temps aiguillé par un tanto, qui est en quelque sorte son éditeur, puis il est aussi épaulé par des assistants. Le rôle d'assistant en mangaka est souvent assez ingrat, puisqu'il s'agit la plupart du temps de s'occuper des détails répétitifs dans les décors ou de dessiner des passages un peu moins importants, permettant au mangaka de se concentrer sur les moments essentiels de son œuvre. Seulement, jouer le rôle d'assistant peut aussi avoir des bons côtés. D'abord, tu mets un pied dans l'industrie de l'édition en découvrant de l'intérieur l'univers de la bande dessinée japonaise, mais par-dessus tout, tu découvres au plus près comment un mangaka construit son œuvre. Et encore mieux, tu peux bénéficier de ses conseils. C'est d'ailleurs le cas pour Yukinobu Tatsu. L'auteur de Dan va apprendre de l'excellent Tatsuki Fujimoto. Car c'est dans les bureaux du mangaka de Fire Punch ou encore Chainsaw Man que Yukinobu Tatsu va faire ses premiers pas dans la cour des grands en tant qu'assistant pour des œuvres piliers du manga moderne. Il ne sera pas le seul puisque au même moment il croisera au sein de cette équipe Tatsuya Endo, l'auteur de Spy Family, Yuji Kaku de Hell's Paradise ou encore Toru Kuromori, qui est un peu moins connu, qui a sorti Centuria, une série récente du Jump Plus. Vous l'aurez compris, les assistants de Fujimoto ont pour la plupart connu un destin radieux, allant même jusqu'à concurrencer directement leur ancien maître sur les étagères des librairies. Mais il ne faut pas croire que passer de assistant mangaka à mangaka tout court est une tâche aisée. Avant de sortir Dan, Yukinobu Tatsu a dû faire ses preuves en solo. Et c'est ce qu'il a fait avant d'arriver à la Shueisha, en proposant Seigi no Rokugo, une série de science-fiction en 2 tomes, puis aussi il a fait Fireball, un manga sur le baseball fini en 5 tomes. Et ce serait vous mentir de dire que ces mangas ont marqué le lectorat japonais. Et le mangaka avouera de lui-même que il était plus trop en phase avec le responsable éditorial de l'époque, ce qui le poussera à explorer de nouveaux éditeurs. Et heureusement qu'il a fait ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il rencontrera Sheihei Lin, le futur responsable éditorial de Dan. Mais avant de vous dévoiler les fruits de leur collaboration principale, il faut que je vous parle rapidement de l'importance des concours de mangaka. Les concours pour les apprentis mangaka japonais sont bien plus qu'une simple compétition. Ils sont des catalyseurs pour la carrière, des écoles de vie professionnelle et des événements culturels qui renforcent la relation entre les mangaka et leur public, tout en permettant parfois de propulser la carrière de l'auteur vers des nouveaux horizons. Et c'est justement lors d'un concours que Yukinobu Tatsu proposa Yamada Kiki Ipatsu, one shot qui, même si l'auteur n'avait pas Dan en tête lorsqu'il a dessiné les cases de ce récit, est tout bonnement les prémices de son futur grand succès. Car oui, on retrouve dans ce one shot énormément de points communs avec Dan. Le premier étant que l'on découvre une élève qui se confrontera à un monstre gigantesque. Aussi, on retrouvera le même humour décalé avec des personnages hauts en couleur. Je vais pas spoiler car le one shot est très court et ce serait vous gâcher la surprise, mais la résolution de la confrontation est tout simplement lunaire. Puis ce qui nous rapproche le plus de Dan, c'est aussi les dessins. Le style du mangaka s'est vraiment affirmé avec ce one shot. Si bien même que l'on pourrait penser que ces pages proviennent directement d'un épisode filler de la série principale de l'auteur. Vraiment, ce one-shot permet de se rendre compte du talent de l'auteur, et ça va pas manquer aux yeux avertis de la Shueisha. Malgré tout, le mangaka va subir beaucoup de refus de la maison d'édition. Des projets fantastiques aux projets robotiques, ce n'est pas les idées qui manquent. Mais pourtant, ça ne suffit pas pour l'éditeur. Mais bon, faut les comprendre, ils reçoivent des dossiers d'édition tous les jours, ils ont de l'expérience dans la sérialisation de mangas, et ils sont donc très sélectifs. Mais il se pourrait bien qu'en 2021, Yukinobu Tatsu ait trouvé la formule idéale. What the fuck did I just read? Oh my god! Yo! Allez lire Dan, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Une chose est sûre, que ce soit en positif ou en négatif, Dan ne laisse personne indifférent. Et c'est normal puisque le premier chapitre du manga est déroutant. On y découvre Ayase, une fille au tempérament de feu, puis Takakura, qui est appelé aussi Okarun, qui est un peu le nerd à lunettes de la classe. S'ensuit une discussion hasardeuse pour savoir qui de l'un ou de l'autre a raison concernant l'existence d'extraterrestres ou de fantômes. Et comme ils sont bornés, le soir même, ils vont chacun tenter de prouver à l'autre qu'il a tort. C'est alors que Okarun croise le fantôme d'une mamie qui lui propose de lécher ses... voilà quoi. Et cette même mamie d'ailleurs finira par posséder notre jeune geek. Tandis que de l'autre côté, Momo se fait kidnapper par des extraterrestres qui s'apprêtent à la... ouais... Non, finalement, Okarun intervient avec ses nouveaux pouvoirs qu'il vient d'acquérir. Non sans conséquence, on le verra plus tard.
et il affronte les aliens avant qu'ils pratiquent l'acte sexuel avec Momo. Puis au moment où on se dit que c'est encore un énième manga où le protagoniste masculin va sauver la jeune fille en détresse, les pouvoirs de Momo s'éveillent. Elle fout une grosse raclée aux extraterrestres, puis à la fin de la confrontation, ils tombent amoureux. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on vient de lire. Ça part dans tous les sens et pourtant on arrive à tout comprendre. On retrouve un découpage moderne avec des dessins qui, selon moi, sont ce qui se fait actuellement le mieux dans le shonen. Pour l'histoire, l'auteur nous fait comprendre que l'on est en train de lire quelque chose de très singulier qui n'a aucun égal. Là où habituellement dans les shonen, Neketsu, la quête du héros est noble et inspirante, ici pour nos deux protagonistes, leur quête à eux c'est de retrouver les boules de Okarun. Les 2 boules d'un mec! Boules qui ont disparu lors de la confrontation avec Mami Turbo. Mais finalement, bien que ce soit leur objectif et le fil conducteur de la série, la quête des 2 boules n'est finalement qu'un prétexte. Okarun sera évidemment attristé par cette perte, mais pour autant il n'est pas au fond du trou, et il a même hérité de pouvoirs certes difficiles à contrôler, mais également extrêmement puissants. Puis au final, on sait tous que cette situation va s'arranger à un moment ou à un autre. On n'ouvre pas un tome de Dandadan pour se dire « Ah bah j'espère que dans ce tome, Okarun va retrouver ses boules ». Non, d'ailleurs, cette quête de boules n'est pas sans nous rappeler la quête des boules de cristal de Dragon Ball, qui, elles aussi, sont finalement juste un prétexte pour justifier les aventures de Son Goku et ses amis. L'essence même de Dandadan se retrouve dans les péripéties des héros, qui se verront confrontés à de nombreuses créatures fantastiques. Et pour se défaire de ces créatures, ils seront rejoints par plusieurs personnages pour les épauler dans leur quête. On aura aussi ce bon vieux code du shonen Neketsu qui fera en sorte que les premiers antagonistes de l'œuvre deviendront des alliés avec le temps. Cette multitude de personnages permettra de varier les confrontations, mais aussi d'ajouter de l'épaisseur aux phases où l'on se focus plus sur la vie quotidienne de notre groupe. Le récit développera ainsi des problèmes de famille de l'un ou de solitude de l'autre. Et j'en passe, sans pour autant alourdir le récit. Chaque personnage introduit dans le manga a son importance à un moment ou à un autre, et seront développés tout au long de l'aventure. De plus, ils ont tous ce petit quelque chose qui les rend imparfaits, et donc attachants. Par exemple, la naïveté de Jin va le conduire à se faire posséder par un puissant démon. Momo, elle, a un fort caractère et n'hésitera pas à employer la violence pour résoudre une situation. Contrairement à Okarun qui lui est plus raisonné, mais dont la timidité fera en sorte qu'il se mette moins en avant. On n'est pas dans un Tokyo Revengers où on fait en quelque sorte des copier-coller de personnages complètement aseptisés et plus ou moins similaires pour justifier l'introduction d'un énième clan que Takemeshi devra encore affronter ou s'allier, enfin peu importe. Ouais, ça se voit que j'ai pas trop aimé la fin de Tokyo Revengers. Parce qu'il faut se le dire, tu peux retirer une bonne partie des personnages de Tokyo Revengers, que ça ne changera rien à la fin de l'œuvre. Mais pour revenir à Dandadan, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais le manga a une structure assez fixe, où l'on alterne entre phases d'action, où l'on se concentre sur des confrontations et des résolutions de mystères, puis des phases plus tranches de vie où on apprend un peu plus sur les personnages du groupe en développant leurs relations entre eux, etc. C'est un peu comme un format épisodique composé de mini-arcs qui rend la lecture très fluide et agréable. Format qui peut malgré tout déplaire à certains qui préféreront des mangas avec un protagoniste ayant une unique quête qui pourront suivre de bout en bout. D'ailleurs, Dandadan se rapproche énormément des mangas de sport, où la plupart du temps les matchs ou les combats sont entrecoupés de moments de vie. Mais là où parfois on aurait envie que ces moments de vie soient écourtés dans ces mangas de sport, car tout l'intérêt se trouve dans les matchs, pour Dandadan on préfère même les fresques narratives aux confrontations. C'est là où selon moi ce manga a tout gagné. Les héros ne sont jamais en attente, il se passe des choses tout le temps, à des degrés d'importance différentes évidemment, mais au final on est toujours stimulé pendant notre lecture. Il n'y a aucun temps mort et ça se voit avec la posture des personnages que l'on voit régulièrement en train de courir. Un des éléments différenciateurs qui permet au manga de se distinguer aussi est ce duo de personnages principaux. Car là où la plupart des shonen habituels ont des personnages principaux établis, pour Dandadan on en a deux, Momo et Okarun. Ce duo de protagonistes est un excellent choix, car le lecteur pourra plus facilement s'identifier à l'un ou à l'autre. Et en plus de ça, élément qui ajoutera du piquant à l'œuvre, chacun deviendra amoureux de l'autre. Pour Okarun, ce sera évident et clairement énoncé dès les premières pages, où il explique que Momo est la seule personne à l'avoir jamais considéré, en prenant sa défense face à ses bourreaux. Alors que les émotions de Momo seront montrées plus subtilement avec cette magnifique double page, à la fin du premier chapitre. Ce choix de l'auteur d'ajouter de la romance sous cette forme fait en sorte que Dandadan est un véritable mix des genres, avec de la comédie, du combat, de l'enquête, de la science-fiction, de l'horreur et de la romance. Ce mélange des genres est très rafraîchissant et ravive l'intérêt des lecteurs régulièrement qui seront curieux de voir la résolution de ces différentes aventures tout en relançant son intérêt avec d'autres totalement nouvelles.
D'ailleurs, c'est un excellent moment pour moi de vous parler du style de Yokinobu Tatsu. Ça ne vous aura probablement pas échappé si vous avez lu un tome de Dandadan, il y a beaucoup de double pages. C'est évidemment un souhait de l'auteur qui s'efforce de nous régaler avec des illustrations magnifiques. Il en case une pratiquement à chaque chapitre, si ce n'est pas plusieurs. Et le placement de ces doubles pages sont bien étudiés. Par exemple, au tome 2, on tourne la première page et bim, les protagonistes sont là en train de tenter d'échapper à un crabe géant. Cette double page est ici pour nous replonger directement dans l'action. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes à décortiquer avec les planches suivantes. On voit dans celle-ci Momo et Okarun venir s'écraser contre le sens de lecture, et les bulles de texte qui les entourent viennent souligner le sentiment de panique et d'étouffement. Puis même s'ils ont l'air rapides, on voit que ce n'est pas encore suffisant, car on distingue encore le décor. Décor qui sera complètement effacé par les hachures de la page suivante, qui viennent appuyer la rapidité permise par la transformation de Okarun. Et cette fois-ci, les personnages arrivent à s'échapper vers le bon sens de lecture, vers la suite de l'histoire. Dans l'interview qu'a donné l'auteur au magazine Atom, il indique que le placement de ces doubles pages est souvent précédé de planches très chargées, avec beaucoup de bulles de texte pour limite asphyxier les lecteurs, pour ensuite les libérer en balançant une double page qui claque. Mais il n'y a pas que dans ces doubles pages où Yokinobu Tatsu excelle. Il vient aussi proposer un découpage rafraîchissant, comme avec cette planche où l'impact du coup vient s'appuyer sur les cases en dessous jusqu'à les déformer. Sur cette planche, on retrouvera ce personnage qui s'apprête à subir l'attaque d'un énorme ver. Il voit l'action venir en sachant qu'il ne peut rien faire. Il décide de fermer les yeux, et on a la succession de 2 cases identiques pour marquer le temps qui s'écoule, puis avec les 2 dernières cases, il réalise qu'il n'a pas été touché. D'ailleurs, c'est une méthode de mise en page dont le sensei Fujimoto se sert régulièrement dans ses œuvres. Et pour en revenir à cette double page, l'absence de texte fait en sorte que les lecteurs retiennent leur souffle et attendent l'impact avec le personnage, ce qui rend la page suivante d'autant plus impactante. Impactant tout comme les scènes d'action. Par exemple avec cette scène de combat où on voit un découpage chaotique souligné par des cases déstructurées suivi avec cet enchaînement de coups répétitifs qui viennent montrer la maîtrise de Okarun, qui balance à répétition son adversaire hors du sol. Ici justement, la répétition des personnages dans les cases viennent souligner la rapidité de l'action. Et Dandadan fourmille de bonnes idées de mise en page comme celle-ci. C'est vraiment une lecture rafraîchissante et on tient entre les mains un manga très moderne dans sa narration mais aussi dans son découpage. Pour autant, le mangaka dessine toujours au format traditionnel, ce qui rend son travail encore plus admirable de mon point de vue. L'ensemble de ce que je viens de vous décrire compose le style unique de Yokinobu Tatsu. Bon, évidemment, j'ai pas pu tout couvrir dans cette vidéo, mais vous voyez un peu le genre. C'est un style qui fait en sorte que nous, lecteurs, sommes happés par ce récit très rythmé, qui sait nous frustrer au bon moment pour ensuite nous servir un buffet à volonté de bonnes idées et de dessins qui déchirent. Mais comme une idée n'est jamais 100% originale, évidemment que le mangaka a des influences d'autres créateurs. Et croyez-moi, ces influences sont variées. C'est complètement normal au vu de l'univers du manga qui se déroule au Japon avec des créatures du folklore japonais. C'est pourquoi dans un premier temps, on retrouve énormément de références provenant du pays. Pour commencer, il vient évidemment piocher dans le monde imaginaire de Tol Narita, le papa de Ultraman. Il n'est en effet pas rare de trouver des similitudes chez certains monstres. Mais il faut pas le voir comme un plagiat, mais plus comme un hommage car Yokinobu Tatsu a baigné dans l'univers des tokusatsu, terme qui englobe des œuvres utilisant des effets spéciaux dans le style Godzilla et Ultraman, pour faire très simple. Et en parlant de Godzilla, évidemment que l'on retrouvera des créatures similaires, voire identiques dans Dandadan. D'ailleurs, on retrouvait déjà le concept de combat de personnages aux proportions surdimensionnées dans son one-shot avant Dandadan. Pour ce qui est de l'horreur, l'auteur a pris pour habitude de dessiner en écoutant des podcasts racontant des histoires d'horreur et de faits divers déviant vers l'occultisme, que l'on peut directement retrouver sur YouTube avec notamment des chaînes comme Tortoise Company, Dave From Channel ou encore Toshi Boys. Ces histoires lui permettent de s'inspirer de contes et de légendes japonaises pour ajouter de la matière à son œuvre. Il ne cachera pas non plus son amour pour la J-horror des années 90 à 2000, avec entre autres la saga Ju-On, une saga de films qui se concentre en partie sur des lieux hantés, souvent maudits par des entités maléfiques. Et pour ceux qui ont lu Dandadan, ça doit fortement vous rappeler certains arcs de la série. Puis évidemment, outre ses sensei, Yokinobu Tatsu suit attentivement le travail d'autres mangaka. Il ne cache pas son amour pour les dessins de Junji Ito, appréciant les détails qui fourmillent dans ses planches, ainsi que la composition générale de ses illustrations. Il apprécie également le travail de Kazuhiro Fujita, avec surtout Yushio Totora et Moonlight Act, qu'il a tout simplement dévoré, et je suis persuadé qu'il doit aussi apprécier son nouveau manga orienté horreur, Sous bouteille. Avec toutes ces belles influences couplées au talent du mangaka, on comprend mieux pourquoi Dandadan c'est aussi bien, et aussi pourquoi c'est le meilleur manga de sa génération.
Oui, je vous l'accorde, ça n'a pas vraiment de sens de comparer des œuvres entre elles. Mais force est de constater qu'il y a très peu d'œuvres sorties aux alentours de 2021 qui arrivent à la cheville de Dandadan en termes de qualité. Par exemple, un succès comme Kaiju No. 8 qui a plus vendu que Dandadan est selon moi nettement moins impactant et novateur. Si à la rigueur il y a bien Sakamoto Days qui égalerait un poil la qualité de Dandadan. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo un jour sur ce manga parce qu'il est quand même particulièrement très bon. Mais pour Dandadan, malgré ses qualités, le manga n'a jamais été propulsé dans le top 10 des ventes annuelles au Japon. Mais son anime qui débarque cette année va probablement corriger ça. Un anime qui s'annonce déjà incroyable de par les previews que l'on a eu la chance de voir, mais aussi de la part du studio qui s'en occupe. Le studio Saiyan Saru, qui sont notamment derrière le magnifique Devilman Crybaby. On sait qu'un anime ne suffit pas à faire exploser une licence à lui seul, mais parfois ça peut vraiment faire connaître son œuvre au niveau mondial. Alors croisons les doigts pour que ce soit le destin de Dandadan. Dandadan est un véritable ovni. Jamais un manga si unique en son genre nous aura paru si familier. Je veux dire, il mélange horreur, enquête, combat, tranche de vie, romance, science-fiction, le tout en se payant le luxe de rester cohérent. C'est un manga qui est vraiment construit pour que le plus de gens l'apprécient. Ça peut être un de ses défauts d'ailleurs, qui soit un peu un manga cahier des charges où l'on essaie de cocher le plus de cases possible. Notamment avec ce choix d'un duo de protagonistes. Mais c'est aussi un manga moderne, autant dans les sujets traités, mais aussi de par le style presque révolutionnaire de son auteur. Et c'est pourquoi, selon moi, Dandadan est le meilleur manga de sa génération.